Mesdames et messieurs les journalistes, femmes et hommes de presse, c'est notre deuxième édition de la quinzaine du gouvernement. Nous espérons hautement que ce rendez-vous va s'installer comme un rendez-vous incontournable et un must. Alors comme nous l'avons fait la dernière fois, je vais faire un mot succinct sur les quelques fragments d'actualité des quelques jours qui viennent de se passer du point de vue du gouvernement. Mesdames et messieurs les journalistes, femmes et hommes de presse, le léger retard de la tenue de notre échange, dit la quinzaine du gouvernement, s'explique par une mission en Chine que j'ai accomplie au cours de la semaine dernière. À cet égard, et pour parler de cette mission, je relève et salue le fait que la mise à l'honneur du Congo, notre pays, via ma modeste personne, parce qu'en effet, j'ai été désigné au cours du forum sur la coopération médiatique sino-africaine par la partie chinoise comme le ministre africain de la communication, chef de file de ses homologues durant ce forum, et ceci expliquant mes interventions, d'abord au cours du toast de bienvenue lors du banquet qui a réuni la partie chinoise et la partie africaine, et ensuite, de manière plus importante encore, le point de vue des ministres africains présents dans la salle, une dizaine, au cours de la cérémonie d'ouverture et m'exprimant en leur nom, et ce forum devant préfigurer, comme vous le savez, la tenue qui démarre dans quelques heures du forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC. Et il faut noter que notre pays va jouer un grand rôle durant le forum de la coopération sino-africaine, parce qu'en effet, c'est un succès diplomatique majeur qui est celui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui en effet va coprésider le FOCAC aux côtés de son homologue chinois, son Excellence, Monsieur le Président Xi Jinping. Il ne s'agit pas d'une simple distinction protocolaire ou diplomatique. En effet, durant les 3 ans de ce mandat, qui va s'écouler entre 2024 et 2027, notre pays va être au cœur de la coopération agissante entre la Chine et l'Afrique, dans le choix des thématiques communes, des stratégies de développement et dans l'identification des grands projets qui structureront la relation sino-africaine pour les prochaines années. Donc, je le répète, un mandat utile pour le Président de la République et pour notre pays qui va courir à partir de ce mois de septembre 2024 jusqu'à l'année 2027. Mesdames et messieurs les journalistes, entrons maintenant dans le vif de ce qui est désormais notre rendez-vous bimensuel habituel, notre quinzaine du gouvernement. Des jours précédents, on peut relever quelques faits saillants qui sont les suivants. D'abord, la tournée du Premier ministre chef du gouvernement, accompagné du ministre d'État Jean-Jacques Bouya, dans certains départements de la partie septentrionale. Il s'agissait d'aller visiter les grands travaux d'infrastructures routières notamment. Il a visité par exemple dans le département de la Sangha à Mokeko le chantier du pont sur la rivière Sangha. Le Premier ministre a également parcouru la route bitumée longue de 25 km qui sépare Bunji d'Oyo. Et cette route, d'ores et déjà finalisée, va enfin permettre l'écoulement des produits agricoles et autres marchandises utiles. Le chef du gouvernement a visité le chantier de déploiement d'une ligne électrique de 110 kV qui va permettre d'amener l'électricité dans la ville d'Evo, qui est, comme vous le savez, le chef-lieu du département de la Cuvette Ouest. Enfin, le Premier ministre a parcouru la route nationale numéro 2 jusqu'à Brazzaville. Relevons donc que cette tournée illustre la volonté du gouvernement d'assurer le développement à l'intérieur de notre pays et gérer de la manière la plus optimale la maintenance et la sauvegarde des ouvrages déjà construits. Autre fait d'actualité, la tournée du ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public dans les services placés sous sa tutelle à Brazzaville comme à l'intérieur du pays, notamment dans la Sangha là également, dans la Lekumu, le Nyari. Il a procédé
avec ses équipes un tour d'horizon qui lui a permis à ses équipes de s'imprégner de la nécessité d'optimiser les ressources fiscalo-douanières. Il a également invité les opérateurs économiques à se rendre de plus en plus patriotes afin d'assurer le règlement des droits qu'ils doivent acquitter dans le cadre de leurs activités variées. Autre fait de l'actualité, la tenue dans notre pays, qui abrite, comme vous le savez, le siège régional de l'OMS Afrique, la tenue de la 74e session de l'OMS Afrique sous les auspices du président de la République. Cette réunion avait pour objet principal l'élection d'un nouveau directeur général pour la zone Afrique, ce qui a été fait dans des conditions tout à fait conformes aux dispositions prévues en la matière. Coïncidence, malheureuse en l'occurrence, mais coïncidence, il y a eu, comme vous le savez, depuis quelques jours, l'alerte lancée par l'Organisation mondiale de la santé sur l'épidémie de la variole du singe, dit Mpox. Et il s'agissait pour notre pays, conformément à cette alerte lancée, conformément au texte de l'OMS par les services de cette institution internationale, il s'agissait pour notre pays de vérifier si la riposte nationale était conforme à ce qui est attendu en la matière. Alors il faut noter qu'avant même l'alerte lancée par l'Organisation mondiale de la santé, notre pays avait lui-même été mis en alerte, et depuis le mois de janvier en réalité. Et il faut noter qu'entre janvier et août 2024, nous avons connu 155 cas suspects de Mpox qui ont débouché sur 21 cas confirmés. Sur ces 21 cas confirmés, on note que 19 de ces cas notifiés sont actuellement déclarés guéris, ne restant actuellement que 2 cas confirmés qui continuent à être surveillés sur le plan épidémiologique. Il faut noter également qu'aucun décès n'est à déplorer. Le gouvernement a mis en place les instruments de riposte et les mécanismes de veille épidémiologique prévus par le plan d'action qu'il a adopté il y a quelques semaines. Et ce plan d'action et ces instruments de riposte ont été mis en place par le ministère de la Santé et de la Population. Cette situation maîtrisée prouve d'abord l'expertise de nos services de santé. Je crois qu'il s'agit des mêmes mécanismes de riposte qui avaient été adoptés lors de la pandémie de la Covid-19. Et donc je dis que nous nous félicitons de la robustesse et de la qualité de notre réponse épidémiologique et qui permet au gouvernement de rassurer les populations sur la prise en main, la gestion et la maîtrise de cette épidémie. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques fragments d'actualité que je voulais partager avec vous ce matin. Vous avez à présent la parole pour nos échanges. Merci pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Ministre. Je suis Ernest Blanchard. Je pose ma question pour le compte du couple Brazzaville. La première, elle est liée à la pénurie d'eau, à l'irrégularité de la fourniture d'eau et de l'électricité, notamment à Brazzaville. Je ne vais pas revenir sur les causes, mais je voudrais juste savoir que fait le gouvernement actuellement pour que enfin les Brazzavillois aient de l'eau et de l'électricité de manière plus ou moins régulière. Ensuite, il y a une note, je crois qu'elle a été authentifiée, émanant du directeur général du Trésor public. Alors cette note fait état des incidents de paiement dans une certaine période, et dans l'opinion, ça va dans tous les sens. Est-ce que le ministre peut donner des explications sur l'objet de cette note et les conséquences qui en découlent par rapport aux charges régulières de l'État, notamment dans le court terme? Je vous remercie. Merci. On va commencer par la question de l'eau et de l'électricité. Je crois que si le gouvernement, par ma voix ou par la voix du ministre en charge de ces questions, vous disait que tout va très bien, Madame la Marquise, le gouvernement serait dans le déni, serait dans le mensonge, peut-être.
Je crois que le président de la République a donné récemment une interview qui, aujourd'hui, est grandement partagée, notamment sur les réseaux sociaux, où il a évoqué, entre autres questions, les questions de l'eau et de l'électricité, et il a dit quelque chose sur lequel nous devons appuyer le départ de mon argumentaire. Il a dit, en toute humilité, c'est parce qu'il y a des insuffisances, c'est parce qu'il y a des soucis qu'on est en train de modifier déjà la gouvernance du secteur. Vous savez que les lois sur l'eau et l'électricité, qui remontent à il y a une vingtaine d'années, je crois 2005, ces lois ont modifié la gouvernance du secteur de l'eau et du secteur de l'électricité. Cette gouvernance fait qu'on est, disons, recentré ce qu'on appelle à l'époque la Société nationale d'électricité, SNE, aujourd'hui Énergie électrique du Congo, ECAREC, sur ses missions les plus strictement en rapport avec ses activités, c'est-à-dire fournir de l'électricité à nos compatriotes. Et vous voyez qu'autour, le gouvernement est en train de procéder à une réforme importante de cette gouvernance. Cette réforme aboutit par exemple, pour ce qui concerne les différents barrages et unités de production d'électricité, nous ayons des partenariats publics-privés ou des concessions et toute autre forme de gestion qui fait entrer en partie le secteur privé, parce que le secteur privé est plus dynamique, parce que le secteur privé sait gérer, et en tout cas mieux que l'administration étatique, des structures qui doivent être impérativement dans la concurrence. Donc le président de la République a rappelé ces faits dans l'interview dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, deuxièmement, il faut noter que l'État, et il faut le rappeler, a fait beaucoup d'efforts depuis une vingtaine d'années, de nombreux investissements, et force est de constater, malheureusement, les populations ne voient pas trop les retombées de ces efforts importants de construction d'infrastructures, de construction, effectivement, d'offres et de production plus importantes. Alors il y a des causes, d'abord des causes que je qualifierais de préalables, malheureusement. Si on prend par exemple l'eau, la distribution d'eau, elle est fortement menacée par deux principaux facteurs, au-delà des insuffisances des organes de gestion. Il y a d'abord ce qu'on peut appeler l'occupation parfois anarchique des parcelles de terrain, avec deux corollaires, enfin deux conséquences. La première conséquence, comme vous le savez, quand vous avez une zone qui est vide et que vous devez y accueillir des populations qui viennent s'y installer, dans l'ordre normal des choses, on commence par faire le lotissement, c'est-à-dire qu'avant que les populations ne s'installent sur le terrain, on leur amène l'eau, on leur amène l'électricité et toutes les commodités. Malheureusement, avec le développement de cette occupation qu'on pourrait qualifier d'anarchique, eh bien, les gens vont construire, vont s'installer, mais parfois l'infrastructure ne suit pas. Et même la plupart du temps, l'infrastructure ne suit pas. Ça, c'est la première conséquence en termes d'occupation parfois anarchique. Il y a une deuxième conséquence qui est due à la nature des terrains dans nos villes de Brazzaville, de Pointe-Noire. C'est l'existence d'une érosion qui est favorisée par l'installation anarchique. Eh bien, à ce moment-là, vous avez les phénomènes que nous subissons dans nos villes, principalement, où les gens, quand ils construisent leur maison, il faut bien que la maison ait des fondations, par exemple, ou qu'ils occupent un terrain et qu'ils installent des constructions, eh bien, ça peut toucher des tuyaux, et souvent c'est le cas. Eh bien, ces tuyaux se retrouvent à l'air libre, et à ce moment-là, eh bien, que se passe-t-il? Ils éclatent. Sous l'effet de la chaleur, je vous rappelle que nous sommes dans un pays chaud, à climat et météo tropical, et donc on a ce phénomène-là. Et si un tuyau éclate, il ne peut plus remplir son office. Ensuite, nous avons l'entretien lourd des réseaux. C'est la grande et seconde raison. Alors là-dessus, il y a un phénomène. Parce que je vous ai dit le premier jour qu'il ne faut pas parler la langue de bois. Il faut dire les choses. Il y a un phénomène, c'est que les populations disent « oui, mais nous, vous nous dites que vous êtes en train de produire de l'eau. Quand on ouvre le robinet, l'eau a une couleur qui est douteuse. Elle est marron, elle est ceci, elle est cela. » Mais ça ne vient pas de la qualité du traitement en amont. C'est-à-dire qu'en gros, les usines de potabilisation de l'eau, les usines de traitement de l'eau en amont font leur travail et l'eau est potable. Simplement, le véritable problème que nous rencontrons, et vous le savez, c'est celui du caractère défectueux
du réseau de transport, de distribution, les tuyaux dont on vient de parler. Évidemment, si les tuyaux ne sont pas autre chose que rouillés, eh bien, nous risquons d'avoir une eau qui apparaît souillée au bout de la chaîne de la distribution. Voilà un second phénomène qui, aujourd'hui, nous subissons à la fois la pénurie et en même temps, nous subissons parfois la mauvaise qualité de l'eau. Alors, comme vous le savez, ces travaux nécessitent plusieurs dizaines de milliards de francs CFA d'investissement. Et par les temps qui courent, il n'est pas évident que le gouvernement, l'État, les pouvoirs publics trouvent facilement les crédits, les ressources qui permettent d'assurer le renouvellement de ce réseau de distribution. Alors, il faut savoir, je l'ai dit, il faut qu'on soit concret, que le problème de ces réseaux d'eau mal entretenus a une conséquence majeure. Savez-vous que 95 millions de litres d'eau sont produits chaque jour? Je répète, 95 millions de litres d'eau sont produits chaque jour. Malheureusement, compte tenu de cette mauvaise qualité des réseaux de distribution, plus de la moitié de cette eau est perdue. C'est-à-dire qu'elle se perd dans le circuit de distribution. Si c'est un tuyau percé, l'eau sort à moitié. Si c'est un tuyau dont l'eau est de mauvaise qualité, au bout de la chaîne, le consommateur ne la consomme pas, etc. Donc il y a ces phénomènes lourds. Et c'est ce dont le président de la République a parlé. C'est de dire la part de responsabilité de l'État, c'est aujourd'hui de modifier la gouvernance. C'est en cours, mais c'est en même temps, on ne va pas rester, comme on dit, avec les cendres sur la tête, comme on dit dans la Bible, et attendre que les choses se placent en pleurnichant. Il faut bien que des solutions soient trouvées, parce qu'on ne change pas un réseau de distribution en quelques jours, en quelques mois, ou même en quelques années. C'est un travail lourd. Alors, les perspectives, il faut savoir que quand on parle de l'eau et de l'électricité, j'ai commencé par l'eau de manière volontaire. C'est que les deux problématiques sont liées. Parce que pour qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de l'électricité. Et donc, on voit bien la complexité du souci auquel nous sommes exposés. Pour faire tourner une usine d'eau potable, il faut donc du courant. Par exemple, à Brazzaville, 20 mégawatts sont nécessaires pour faire fonctionner les usines du Djoué et de Djiri. Et l'État est en train d'examiner en ce moment toutes les possibilités d'énergie alternative, par exemple l'énergie solaire. Pour Pointe-Noire et son agglomération, des études ont été faites. La solution à Pointe-Noire et l'agglomération viendra de l'exploitation optimale de la rivière Ntombo, d'où seront captés plus de 140 000 mètres cubes d'eau par jour afin d'approvisionner toute la ville et sa banlieue, notamment Diosso. Pour Luango et la zone économique spéciale, un grand réservoir sera installé à Mongo Mpuku. Il y a donc des perspectives. Mais comme je vous l'ai dit, s'il y a problème d'eau, il y a les problèmes spécifiques du réseau de distribution vétuste qu'il faut remplacer, mais il y a aussi les problèmes d'électricité, parce que s'il n'y a pas d'électricité, vous aurez extrêmement de mal à faire fonctionner les usines de production d'eau. Alors, pour l'électricité, là également, sous l'impulsion du président de la République, il faut noter que des investissements importants ont été consentis depuis des années. On peut même dire depuis une quarantaine d'années. Alors, il faut savoir qu'il y a deux grandes sources pour l'électricité. Il y a la ligne de très haute tension entre Pointe-Noire et Brazzaville, qui remonte pour l'essentiel de son installation à 1982. Donc vous voyez, 42 ans. Cette ligne connaît les difficultés que vous savez. Cette ligne nécessite un entretien lourd, d'un coût très élevé. Alors effectivement, nous pouvons multiplier les sources en termes d'offres, avec les barrages, l'Iweso, les centrales électriques, que ce soit Djeno, et en perspective, les barrages qui seront à Cholet ou à Sunda. Tout cela est bien, parce que nous allons produire. Mais encore faut-il que nous puissions transporter de manière optimale.
Là est la question, un peu comme pour l'eau que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors, les efforts de l'État, il faut savoir que de 2002 à 2015, l'État a consenti de lourds investissements dans la construction des barrages. J'ai cité l'Iweso tout à l'heure, mais on peut citer Imboulou, on peut citer les sources d'offres et de production de Djiri, avec des réseaux de distribution et d'interconnexion. Il faut savoir que nous produisons 720 mégawatts, dont 500 mégawatts sont produits par les centrales à gaz. Mais cet effort est contrarié par la mauvaise qualité de la gouvernance dont on a parlé tout à l'heure et par les problèmes de distribution de cette électricité. Alors, la consommation d'électricité, je vais vous donner des chiffres précis. Vous voyez, on produit 720 mégawatts. À Brazzaville, la consommation d'électricité est estimée à 250 mégawatts. 180 mégawatts pour Pointe-Noire, 5 mégawatts pour Dolisie, 3 mégawatts pour Nkaï et le reste pour les localités de moindre importance. Notre problème, il est tout simple, un peu comme pour l'eau. Le réseau étant défectueux, faute d'entretien viable, il entraîne une perte de production. Un peu comme pour l'eau, tout à l'heure on a dit, on a des tuyaux, s'ils sont percés, l'eau n'arrive pas à destination. Eh bien pour l'électricité, nous avons le même problème. Nous perdons dans cette production que j'ai évoquée tout à l'heure de 720 mégawatts, nous perdons en moyenne une production qui est évaluée entre 80 et 100 mégawatts qui se perdent entre Brazzaville, enfin Pointe-Noire, puisque c'est une offre qui arrive de Pointe-Noire, et Brazzaville. 80 à 100 mégawatts de ce qui est produit se perd dans le réseau de transport à très haute tension entre Pointe-Noire et Brazzaville. Il faut savoir que les réformes que le président de la République a évoquées dans son interview ont permis la mise en place, surtout depuis 2023, de 3 secteurs pour la gestion de l'électricité dans notre pays. Il y a un pôle de production. Ce sont les différents barrages, les centrales à gaz, etc. En effet, en plus de la production hydraulique, l'État a renforcé la production d'électricité par la centrale électrique du Congo et la centrale de Djeno. Il y a ensuite des unités de production annexes comme l'éolien, le solaire ou la géothermie. Le deuxième pôle, c'est le pôle transport. Parce qu'une fois qu'on produit, effectivement, il faut transporter. Et c'est là où le bas blesse, on le voit depuis tout à l'heure, que ce soit pour l'eau ou pour l'électricité. Pour le transport, parce qu'encore une fois, comme le président de la République l'a dit dans son interview, et comme le Premier ministre ne cesse de le dire dans ses interventions, ce problème est crucial parce que si vous ne pouvez pas transporter l'énergie ou l'eau d'un point A à un point B, eh bien ceux qui en sont les bénéficiaires auront du mal à bénéficier de la prestation. Actuellement, une société de transport de l'électricité est en cours de création. Et cette société, dont les partenaires, puisque vous savez que l'État a adopté de manière politique et de manière définitive l'idée que c'est dans le partenariat entre lui-même, l'État, juge de l'intérêt général, et les intérêts privés, qu'on doit trouver la combinaison optimale pour gérer de manière efficace le pôle des transports. Eh bien, ce pôle des transports est en cours de constitution. Et enfin, le dernier pôle, c'est le pôle de la commercialisation et de la distribution. C'est en gros ECAREC et tous ceux qui viendront à l'appui, personnes privées, personnes morales de droit privé et autres, qui viendront à l'appui de la distribution d'électricité auprès de nos compatriotes. En fait, c'est l'électricité de détail. On parle donc de ECAREC, notamment. Alors, à ce propos, parce que je ne vais pas m'arrêter au nom du gouvernement sur le constat de ce qui ne va pas, et encore une fois, me couvrir de cendres et dire on ne peut rien faire. Bon, il faut savoir que le gouvernement multiplie depuis des années les moyens, les investigations, les contacts, les actions de coopération avec un certain nombre de partenaires pour renforcer le pôle principal qui est celui de la distribution, c'est-à-dire le transport
de notre énergie. Alors il faut savoir que la Banque mondiale et le gouvernement ont signé, en marge d'ailleurs de la conférence qu'on a appelée la conférence sur la forestation, le gouvernement et la Banque mondiale ont signé le 5 juillet 2024 le projet de renforcement des services d'électricité qu'on appelle PASEL en sigle. Le PASEL bénéficie d'un financement de 100 millions de dollars, ce qui n'est pas rien, et qui va donc permettre au gouvernement de mettre en place de manière effective cette société de transport et les conditions d'une rationalisation de la gouvernance. Alors, il y aura l'amélioration de la qualité de l'accès aux services d'électricité, le renforcement de la performance des réseaux de transport, qui est le point noir essentiel, transport et de distribution, entre Pointe-Noire et Brazzaville. Il y a, dans le cadre de ce projet, un certain nombre d'autres mécanismes sur lesquels je ne reviendrai pas, mais bon, je peux citer quelques-uns. Ce projet va, par exemple, permettre une augmentation du recouvrement des recettes grâce à la fourniture de compteurs intelligents et des systèmes d'information de gestion. Vous voyez, on parle du numérique même dans ce domaine, qui seront utilisés par les concessionnaires qui vont être désignés. Et il permettra donc à 1 750 000 personnes dans notre pays de bénéficier d'un accès amélioré à l'électricité. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette question qui est cruciale, qui est une question essentielle. Le gouvernement agit. Il est clair qu'il n'agit pas forcément assez vite du point de vue des populations parce qu'elles vivent cette contrainte et cette détresse qui consiste à ne pas avoir accès aux services publics de l'eau et de l'électricité, mais des mesures sont prises, des mesures sont mises en œuvre et l'espoir est permis. Alors, M. Dimi, vous avez posé une question concernant la circulation d'une correspondance qui a mis en émoi nos compatriotes depuis quelques heures, quelques jours, ce week-end d'ailleurs en particulier. Bon, j'ai regardé cette correspondance. Oui, je dis comme vous, elle semble authentifiée. À ce propos, avant même de répondre à votre question, j'aimerais quand même appeler notre attention sur un point. Je ne sais pas s'il existe encore un secret, une gestion de l'État qui soit à l'abri justement des réseaux sociaux et de cette frénésie de nos compatriotes à tout mettre en ligne, et parfois même en mettant en ligne en ne comprenant même pas le courrier qui est très technique, vous l'avez lu, en ne comprenant pas forcément même la signification du courrier qu'ils mettent en ligne. On met en ligne parce qu'on sent que, comme on n'aime pas le gouvernement, pour l'essentiel, bon, ça va le mettre en difficulté, on met en ligne. Et si on demande aux gens qui ont mis en ligne, qui ont relayé, au point où ça devient transféré de nombreuses fois, mais le courrier, il dit quoi? C'est quoi? C'est dit que quand tu le transfères à un ami, à une connaissance, quel est le sens du courrier lui-même? Il dit quoi? Il faut savoir que cette attitude n'est pas patriotique. Il y a la gestion interne de l'État, je ne veux pas savoir comment ce type de document s'est retrouvé en ligne, mais c'est des documents techniques concernant des problèmes techniques. Et c'est ça l'essentiel et qui est le plus grave. Il y a des pays étrangers, même dans la sous-région, qui connaissent ce genre de défaut de paiement. Vous ne trouverez jamais les correspondances qui sont adressées par les différents protagonistes entre eux, vous ne les trouverez jamais en ligne. Ça, c'est d'abord une question... je me permets gentiment de dire qu'il ne faut peut-être pas faire comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Alors maintenant, sur le fond de l'affaire. Alors, il semble, et plus qu'il semble, l'État a été, si on lit le courrier, en défaut de paiement, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu rembourser pour la période de 4 jours, en cette fin du mois d'août, de faire face à ces remboursements de sommes empruntées sur le marché des titres publics de la CEMAC. C'est-à-dire que tous les États disposent comme ça d'impôts communs dans lequel, pour leurs besoins de fonctionnement, de trésorerie, ils empruntent, et puis il y a des échéances de remboursement à plus ou moins court ou moyen terme. Donc, à la fin du mois d'août, il y a eu 3-4 jours de flottement où l'État était en défaut. Et compte tenu de ce défaut, le courrier veut dire que
pour une période d'un peu moins d'une semaine, il s'est dit dans le courrier, je n'ai pas la date exacte, je crois du 2 au 5 ou du 5 au... Enfin, je ne sais plus combien. En tout cas, une période de 4 ou 5 jours, l'État ne pourrait plus recourir, compte tenu de ce défaut, à ce type de financement de ses besoins de trésorerie. Pour une semaine. Une semaine. Donc ça veut dire que c'est ce délai-là. Ça ne veut pas dire que c'est dans 6 mois, l'État ne pourra plus, dans 1 mois, l'État ne pourra plus. C'est sur une période d'une semaine. Et le directeur général du Trésor informe le ministre de l'économie et des finances de cette situation et l'invite à utiliser d'autres moyens de financement alternatifs qui existent et qui sont aussi tout à fait aussi utilisés par les pouvoirs publics chez nous comme dans les autres pays voisins de la CEMAC. C'est le recours au marché monétaire et c'est le recours à ce qu'on appelle le réseau interbancaire. Et ces deux dispositions sont disponibles, si je peux me permettre le pléonasme. Elles sont toujours accessibles. Donc, momentanément, pendant quelques jours, il y a eu ce problème. Autre chose, cela n'a aucune incidence sur la solvabilité de l'État. Encore une fois, ce sont des pratiques ou des problèmes comptables internes à l'État, et ça arrive à d'autres pays. La seule nuance, c'est que chez nous, on a parfois des gens qui manquent d'esprit de responsabilité et de patriotisme, et ils mettent ce genre de courrier de manière irresponsable en ligne. Mais ce sont des situations qui se produisent régulièrement dans tous les pays au monde. Ce n'est pas un signe, certes, de bonne santé, mais ce n'est pas non plus une catastrophe. La maison Congo ne s'écroule pas sur ses fondements parce qu'il y a momentanément et pour une semaine une impossibilité de recourir à ce marché, mais on peut recourir aux autres, ceux dont j'ai parlé. Le réseau système monétaire, le réseau monétaire et puis les banques. Voilà. Alors, il faut savoir que, comme vous le savez également, le gouvernement est dans une situation qui consiste à gérer le programme avec le Fonds monétaire et tous les partenaires multilatéraux. Nous pouvons considérer que, dans ce cadre-là, la priorité de l'État, et c'est le président de la République qui a donné cette impulsion, c'est de maximiser les ressources. Voilà pourquoi il y a eu la mise en place de ce qu'on appelle le comité de trésorerie, qui travaille depuis plusieurs semaines sous la présidence du chef de l'État et qui rassemble tous les acteurs du processus de maximisation et d'optimisation des ressources pour justement permettre que ce type d'incidents de paiement, qui sont encore une fois des incidents techniques et pas autre chose, puissent dans l'avenir ne pas se reproduire. Donc je le répète, incident technique, incident momentané, impossibilité de recourir à ce marché pour une semaine, ce n'est pas la fin du monde, et autres financements alternatifs disponibles. Et enfin, pour éviter dans l'avenir ce type d'incident, la mise en place par le président de la République du comité de trésorerie qui permet, ce comité, d'assurer une rationalisation des ressources disponibles, qui permet d'assurer, et vous l'avez vu là également, j'anticipe sur une éventuelle question, que le ministre du Budget s'est vu confier une mission précise pour ce qui concerne l'optimisation de la ressource fiscale et douanière. Et vous l'avez vu également, je l'ai rappelé dans mon introduction, rappeler, comme on dit, ses troupes, c'est-à-dire les services qui sont sous sa tutelle aujourd'hui, à un effort pour que ces ressources soient optimisées et que nous ne comptions pas seulement sur la ressource pétrolière. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci, Monsieur le Ministre. Je suis Arsène Sévérin pour CFD Live et la VOA. Alors, donc, la première question, dans votre mot liminaire, vous avez parlé de la mission du Premier ministre dans le nord du pays, principalement dans la cuvette ouest. Est-ce que cette dynamique intègre également la réouverture de certains chantiers, tels que la route Kinkala-Mindouli, qui est une promesse de en 2021, et la route Sibiti-Loudima qui est complètement cassée, et la route en cours aujourd'hui d'Olizy frontière Gabon. Est-ce que ça rentre dans la dynamique ou bien c'est juste parce que le gouvernement a un peu et puis vous visitez les routes, ce qui est fait, ou bien vraiment vous allez lancer les travaux? La dernière question concerne l'épidémie monkeypox.
C'est vrai, vous nous avez donné des chiffres qui montrent que le gouvernement travaille depuis janvier 2024 et les cas sont cernés. Est-ce que concrètement, pratiquement, il y a des dispositions qui sont prises, telles que peut-être une campagne de vaccination ou bien la gratuité du traitement pour permettre à la population de se préserver de cette épidémie? Depuis un semestre, le gouvernement, qui, encore une fois, bénéficie de l'expérience capitalisée lors de la pandémie de Covid. Le COUSPE, c'est-à-dire l'organe de gestion technique qui fonctionnait sous la pandémie de Covid, a été réactivé dans le cadre de l'épidémie de Mpox. Donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous avons capitalisé cette expérience. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la proactivité. Parce que si on vous dit que le gouvernement gère la situation depuis janvier, voyez bien que c'est bien avant l'alerte faite par l'OMS, puisque nous sommes aujourd'hui à un moment où l'épidémie prend des proportions inquiétantes au niveau continental et même au niveau international. Mais le gouvernement, en réalité, depuis avril, a intensifié sa veille épidémiologique, a mis en place les outils. Au mois de mai, le gouvernement a alerté les organismes afférents du système des Nations Unies pour dire « nous travaillons déjà sur une évolution qui pourrait être inquiétante dans notre pays de l'épidémie de Mpox ». Et enfin, la montée en puissance s'est poursuivie jusqu'à l'annonce par le système international, c'est-à-dire l'OMS, de cette alerte mondiale. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de constater que la problématique des vaccins dont nous parlons est strictement identique à celle qu'on a connue pour la Covid. C'est que les malades souvent sont au sud et les vaccins sont au nord. Vous avez vu que l'Organisation mondiale de la santé, avec un certain nombre de pays, sont en train d'essayer de faire arriver plusieurs doses de vaccins pour assurer la vaccination des sujets africains qui pourraient être en contact avec le virus du Mpox. Et nous ne produisons donc pas ces vaccins. Donc, de ce point de vue-là, je pense que le ministère de la Santé et ses organes techniques de gestion et de surveillance épidémiologique feront le nécessaire pour que nous disposions d'une dose importante de vaccins. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a des spots qui aujourd'hui sont faits dans nos langues nationales, français, Kituba et Lingala, qui permettent d'expliquer aux populations comment la maladie se transmet. Je ne reviens pas sur ces considérations techniques. Et il y a également des gestes barrières, un peu comme pour la Covid. Et enfin, vous parlez d'une problématique de gratuité. Bon, il me semble, et ça vous nous le concéderez, que pour une pandémie qui avait des effets beaucoup plus dévastateurs, le gouvernement de la République et tous ses organes de réponse épidémiologique avaient mis en place les conditions de cette gratuité. Alors, si on a pu le plus, c'est qu'on pourra probablement le moins, c'est-à-dire dans le cadre, et nous souhaitons que ça reste dans un cadre plus restreint, dans le cadre d'une épidémie dont, Dieu merci, pour l'instant, les effets sont relativement contenus, et en tout cas contenus dans notre pays, avec 2 cas aujourd'hui qui sont placés sous surveillance. Alors, vous parlez de l'entretien ou la réouverture de certains chantiers. Oui, mais écoutez, un État, c'est une organisation, enfin, c'est l'organe de vie de la collectivité. C'est-à-dire ceux qui gèrent l'État gèrent pour le compte des populations la continuité de la vie de ces populations-là. Dans la continuité de cette vie, il y a des moments favorables où on a plus de moyens et des moments où on en a moins. Malheureusement, nous sommes à un moment où on a, et on l'a vu tout à l'heure pour la question qu'on a évoquée sur le défaut de paiement, on a des moments où on a beaucoup moins de moyens. Mais on ne va pas rester, encore une fois, l'arme au pied, en train de nous dire nous n'allons rien faire parce qu'on n'a pas assez de moyens. Et bien, là où on peut, c'est un peu comme le bon père de famille, il réussit à avoir 10 francs, 100 francs, ben il dit je vais les investir dans un certain nombre de choses qui étaient en état soit d'abandon, pour ce qui concerne des chantiers de construction d'infrastructures, ou qui étaient en état d'abandon
en termes de maintenance pour ce qui concerne des infrastructures d'ores et déjà réalisées comme les routes nationales. Alors, vous parlez de Sibiti, Loudima, vous parlez de Mindouli, de Dolisie. Vous savez que je sauterais de joie si, et vous savez pourquoi, si, par exemple, Sibiti, Loudima voyait une mise en route des travaux, et pour les autres d'ailleurs aussi. Mais, encore une fois, laissons les choses se faire parce que le cercle vertueux, c'est de reprendre là où on a interrompu pour ce qui concerne la construction des infrastructures et de reprendre les travaux de maintenance là où nous les avions abandonnés. C'est déjà de bons signes qui nous laissent penser que les chantiers lourds dont vous parlez connaîtront une reprise. Merci, Monsieur le Ministre. Je suis Alphonse Dongo, page Alphonse Dongo sur Facebook. Je voudrais quand même mettre le pied sur l'accélérateur en rapport avec la question de M. Dimi. Vous le savez, Monsieur le Ministre, que le Congo est aujourd'hui le pays le plus endetté sur le marché des titres de la BEAC, tout autant que le Congo est le premier dans la zone CEMAC en termes d'endettement à l'extérieur. Alors, à bien regarder de près, on a l'impression que d'un côté, on veut mobiliser des recettes, mais on n'a pas une stratégie bien définie du gouvernement pour aussi réduire les charges. Est-ce que la loi de finances qui prévoit par exemple que les émoluments, les primes des ministres, des sénateurs et députés que vous êtes d'ailleurs, est-ce que pour qu'on puisse fiscaliser maintenant ces émoluments, est-ce que cela fait l'objet d'une profonde réflexion au niveau du gouvernement, tout comme la pléthore des institutions? Il y en a qui pour moi ne servent à rien dans un contexte de crise où on sait aussi que le budget va en décroissant. Et je m'excuse pour faire coup double, je m'excuse Monsieur le Ministre, il y a aussi la question de l'employabilité des jeunes. Un pays comme la Côte d'Ivoire a bien établi un programme triennal, c'est ce que vous venez de faire comme rattrapage, mais avec des chiffres précis, c'est-à-dire qu'à telle période, le gouvernement entend éjecter telle somme d'argent pour pouvoir essayer de supporter, n'est-ce pas, le problème de l'employabilité des jeunes. Je vous donne le chiffre global, c'est 700 millions de dollars. Est-ce que dans le cadre donc du redéploiement du gouvernement en ce qui concerne un programme triennal pour l'employabilité de 90 000 jeunes, de 100 000 jeunes, je préfère donner le chiffre, qu'est-ce qui est prévu en termes chiffrés pour que nous puissions relayer la bonne information auprès des jeunes? Merci. Alors, sur votre première question, j'ai dit tout à l'heure que face au problème de défaut de paiement qu'on a évoqué, que M. Dimi a évoqué, il y avait depuis quelques semaines, sous l'autorité du président de la République, la mise en place d'un comité de trésorerie, qui, comme vous le savez, n'est pas un organe qui existe sur le plan administratif, mais qui est un organe ad hoc, que le président de la République a souhaité pour que l'ensemble des acteurs de la problématique du financement, quelque part, de l'État puissent se rassembler, réfléchir ensemble et optimiser la situation de notre pays. Vous savez, un État, et vous le savez d'ailleurs mieux que moi, vous êtes un économiste et un financier, ou en tout cas un spécialiste de ces questions-là, un État ne se gère plus comme il y a 20 ou 30 ans. L'État se gère presque dans les conditions du privé. Et dans le privé, comment ça se passe? Quand une entreprise programme son budget et anticipe sur ses besoins de fonctionnement et d'investissement, il y a des mécanismes d'anticipation, des applications qui sont mises en place pour savoir à J plus temps ou à N plus temps, voilà les ressources qui vont rentrer ou qui ne vont pas arriver. Et cet ensemble de mesures d'anticipation permet à l'État de se gérer au mieux. Et c'est donc cet outil, à travers le comité de trésorerie, qui va permettre à l'État, justement, d'éviter les incidents dont nous venons de parler. Vous évoquez la réduction du train de vie de l'État, mais de fait, elle est effective. Je vous renvoie à quelques circulaires ou documents administratifs que le Premier ministre, par exemple, a rendus publics, notamment suite à des décisions prises d'ailleurs par le comité de trésorerie dont j'ai parlé tout à l'heure, quand on dit, quand un ministre, par exemple, veut aller en mission, quelle qu'en soit l'importance, eh bien, il est demandé aux autorités financières compétentes de vérifier s'il y a l'existence presque à l'heure près
en temps réel des ressources qui vont permettre à ce ministre et à sa délégation d'assurer la mission à l'étranger qui est projetée. Ça, c'est de la gestion qui se rapproche de cette gestion sur la base comptable et de la trésorerie. Vous évoquez la réduction du train de vie de l'État et des institutions qui seraient, d'après vous, inutiles. Bon, je vous laisse ce jugement. Les institutions d'État ne sont pas seulement des institutions d'État, mais des institutions constitutionnelles. Et il n'appartient pas à un gouvernement, quelle que soit sa volonté politique par ailleurs, de supprimer d'un trait de plume des institutions constitutionnelles. Sauf si nous changeons la Constitution et qu'il est demandé au peuple, par référendum, de supprimer les institutions que vous considérez comme budgétivores. Non, nous les avons considérées et nous les considérons toujours comme des institutions d'inclusion. Quand des jeunes se retrouvent pour parler de leurs questions, ce n'est pas complètement inutile. Quand la société civile se retrouve pour évoquer les sujets de société civile qui concernent nos compatriotes, ce n'est pas inutile. Quand les femmes se retrouvent pour évoquer les questions spécifiques du genre, ce n'est pas inutile et je peux et les notabilités et les sages, encore moins, nous sommes des bantous. Donc tout cela relève plutôt, mais vous avez raison, d'une volonté qui est celle de réduire au maximum le train de vie de l'État. Bon, vous évoquez les salaires des ministres et des institutions. Bon, pour votre information, je crois que ça a été dit à l'Assemblée nationale, à demi-mot par le Premier ministre. Je vais mettre les pieds dans le plat. Nous sommes en septembre. Il me semble que pour ce qui concerne la plupart des institutions d'État, il y ait plusieurs mois d'arriérés. C'est-à-dire que de toute façon, l'argent qui se fait rare ne rentre pas dans les poches des animateurs d'institutions ou des membres d'institutions, et je peux en attester pour le gouvernement. Nous avons de forts arriérés. Voilà. Donc, les questions que vous évoquez sont des questions prises en main par l'État. L'employabilité des jeunes. Bon, j'ai, au cours de ma précédente quinzaine, mis un peu les pieds dans le plat, là également, mais c'est à ça que ça sert, hein, la quinzaine. S'il fallait faire de la langue de bois ou relire les comptes rendus de Conseil des ministres ou venir avec nos interviews pour dire « mais ça, je l'ai déjà dit », ça ne servirait à rien. Donc, j'avais dit quelque chose, mais je vais peut-être préciser ma pensée. Le gouvernement, dans le cadre de l'année de la jeunesse, avait pris un certain nombre d'engagements, parmi lesquels la création de 100 000 emplois, dont 90 000 dans le privé et puis 10 000 dans le secteur public. Cet engagement, qui a soulevé l'enthousiasme compréhensible de nos jeunes compatriotes, a amené l'État, parce que l'État c'est une complexité, ce sont des services, des administrations. L'État c'est un supertanker, un paquebot énorme qui ne change pas de cap à la demande. Il faut mettre un certain nombre de choses en place au préalable pour que nous soyons en mesure d'atteindre ces objectifs-là. Et dans ce cadre-là, j'avais dit, il me semble difficile. D'abord, nous avons un outil statistique qui est en cours de mise en place sur le sujet. Et il me semblait difficile que le 12 août, au moment où je m'exprimais, jusqu'au 31 décembre, on soit en mesure de créer les 100 000 ou 90 000 emplois qui étaient attendus. Et j'ai entendu tous les cris qui ont été faits là-dessus, mais je n'ai malheureusement fait qu'enfoncer une porte ouverte, c'est de dire que malheureusement, et c'est là qu'intervient l'importance de nos échanges bimensuels, c'est que j'ai l'impression que nos compatriotes, ou les journalistes que vous êtes, excusez-moi surtout vous les journalistes, parce que les compatriotes sont ceux qui reçoivent l'information au bout de la chaîne, surtout vous les hommes et femmes de médias, finalement vous ne nous lisez pas. Tout ce que j'ai dit le 12 août est contenu dans le compte-rendu du Conseil des ministres qui a eu lieu le 7 juin 2024. Et d'ailleurs, ce jour-là, le 12 août, j'ai lu des extraits. Mais quand nous avons rendu public ce compte-rendu, personne n'a soulevé ces questions. Donc j'en ai conclu que personne n'avait lu, ou en tout cas peut-être lu en diagonale ce compte-rendu, qui contenait toutes ces mesures de dire, bon, finalement l'année de la jeunesse ne peut plus être enfermée dans l'espace calendaire de 12 mois, parce que ce jour-là, le Conseil des ministres a adopté une inflexion du plan national de développement,
où on a dit « nous adoptons les programmes pro-jeunes et nous les insérons dans le PND 2022-2026 ». Et ce qu'il faut démontrer, c'est QFD 2022-2026, c'est-à-dire qui court jusqu'à 2026. Donc nous avons planifié la mise en œuvre des mesures pro-jeunes, pas l'année de la jeunesse qui durerait 3 ans comme je l'ai lu sur Internet, mais les mesures pro-jeunes au-delà du 31 décembre sur la période qui va jusqu'à la fin et du mandat du président de la République et la fin d'exécution du PND 2022-2026. Et donc ces mesures sont des mesures multinodales. Il y a effectivement des mesures liées à l'activité économique, aux incitations fiscales, mais tout ça, je l'ai dit le 12 août. Il y a des mesures en termes d'employabilité, de formation, d'augmentation des capacités de notre jeunesse. Il y a des mesures sur le climat des affaires. Il y a des mesures liées à la reprise d'activité. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question, que ce soit Arsène Séverin ou quelque part un peu vous-même, sur l'activité économique, la reprise d'un certain nombre de chantiers. Mais tout cela, c'est incitatif à la création d'emplois, incitatif au recours dans notamment les travaux dits de haute intensité de main-d'œuvre. Tout ça, ce sont donc des moyens de création d'emplois. Mais le gouvernement a redimensionné et reprogrammé l'ensemble des mesures et pour les faire coïncider avec le terme du plan national de développement. Vous avez évoqué le fait que la Côte d'Ivoire donne des chiffres précis, mais relisez le compte-rendu du 7 juin, Alphonse Dongo. Relisez. Vous verrez qu'il y a des mesures chiffrées. Vous verrez, il y a des mesures chiffrées. Donc je vous renvoie à cette lecture, et puis nous pourrons, puisque nous nous retrouvons tous les 15 jours, nous pourrons en discuter la prochaine fois, et vous pourrez me challenger, m'interroger sur ces mesures chiffrées. Merci, Monsieur le Ministre. Aline France Eto Kabeka de Télécongo. Le forum Chine-Afrique qui est en cours d'organisation en Chine, vous en avez évoqué tout à l'heure dans votre mot liminaire. Nous sommes honorés du fait que notre chef d'État se trouvera en première ligne dans ce forum puisqu'il présidera aux côtés de son homologue chinois ses travaux. Alors, cette coopération avec la Chine nous apporte beaucoup. Sur le terrain, nous voyons comment les réalisations se font. Ce qui est déploré par la population, c'est la qualité des ouvrages qui nous sont proposés par la Chine et aussi du fait qu'après réalisation des ouvrages, il n'y a pas de transfert de compétences parce qu'il y a quand même le service après-vente qui ne suit pas. Et quand il y a un petit souci, il faut faire encore appel aux mêmes entreprises chinoises qui ont conçu pour venir faire des réparations, ce qui coûte encore beaucoup à l'État et des fois, ce n'est pas possible de le faire. Alors, comment se font les contrats à ce niveau-là? Et est-ce que vous, au niveau du gouvernement, vous constatez ce problème? Est-ce qu'il y a des mesures pour faire en sorte que dans les prochains contrats, des prochains marchés, que la situation soit quand même en notre faveur? Vous avez évoqué la coopération avec la Chine. Bon, avant de parler de ce que vous dites, la mauvaise qualité des ouvrages, bon, je ne sais pas, c'est votre jugement. Évoquons d'abord, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, l'importance de la participation du président. Parce que vous avez dit le président... non, il va co-présider. Co-présider. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est le Sénégal qui co-préside le FOCAC avec la Chine, puisque le président chinois, la Chine c'est un pays, donc c'est toujours la Chine qui sera co-président avec un président africain. Comme on est 54 pays, ça va tourner. Donc, jusque-là, c'était le Sénégal qui co-présidait, sous le président Macky Sall et puis le président Faye, actuellement aux affaires depuis quelques mois. C'est quoi la coprésidence? C'est pas juste présider une cérémonie. Il va pas, c'est pas ça, c'est pas que ça. C'est surtout, et je l'ai dit dans mon mot, la possibilité pour le Congo d'être au cœur de la coopération sino-africaine. C'est-à-dire que pendant les 3 ans de mandat qui vont être les nôtres, le président de la République va faire partie de cette espèce de bureau un peu restreint qui va permettre de fixer les grandes orientations de cette coopération sino-africaine, les grands projets continentaux structurants, et puis, parce que charité bien ordonnée, commençant par soi-même, en tant que coprésident, nous aurons très probablement, et c'est le but aussi de l'exercice, la possibilité d'orienter une partie des investissements vers nos propres
projets qui sont ceux de la République du Congo. Donc c'est pas rien, hein. Ce n'est pas rien. Donc il fallait quand même le repréciser. Maintenant, vous évoquez la qualité, bon, je ne sais pas. Vous demandez comment c'est fait tout ça. Je vais vous parler de ce que moi je connais, c'est-à-dire les infrastructures du secteur de la com, le CNRTV, qui est votre lieu de travail à beaucoup d'entre vous. Il existait dans le cadre de ce contrat, la construction du CNRTV, un contrat de maintenance où l'opérateur qui a construit devait assurer la maintenance. La maintenance moyennant finance. Bon. Pourquoi ce contrat n'avance pas et n'a pas produit ses effets? Tout simplement parce que la partie congolaise n'a pas payé depuis 2009. Forcément, celui qui doit maintenir, il est beaucoup moins motivé que s'il était payé. Donc c'est souvent quelques défaillances de la part de la partie congolaise, pour les raisons financières que nous connaissons, qui souvent peuvent expliquer ce que vous appelez la fragilité des ouvrages. Non, ce n'est pas la fragilité, c'est la maintenance. Il faut les maintenir, il faut les entretenir. Merci, je suis Michael Gatté, je parle au nom de Focus Média. Alors, monsieur le ministre, on le sait tous, que les Congolais, surtout les fonctionnaires, sont vraiment impatients de percevoir leur salaire. Qu'est-ce que le gouvernement dit justement à cette question? Merci. Tout à l'heure, M. Gatté, j'ai évoqué la question, enfin on m'a interrogé sur la question de cette correspondance qui a circulé. Vous savez pourquoi elle a été mise en ligne? Je l'ai dit tout à l'heure. Si vous interrogez la moitié des Congolais, non même pas, on va dire plus encore, les 3/4 des Congolais, même les 4/5e, allez, 95 ou même 99% des compatriotes, on laisse 1% aux spécialistes que sont des gens comme Alphonse Ndongo, qui eux ont compris, connaissent ce qui est écrit dans ce courrier. Quand on diffuse le courrier, qui a des termes un peu ésotériques, l'objectif c'est juste de faire sonner une alarme à l'oreille de nos compatriotes, notamment les fonctionnaires, pour leur dire, mais si les gens n'ont pas été capables de payer la dette, c'est donc qu'ils ne vont pas payer les fonctionnaires. C'est un peu ça, hein, c'est ça l'argument. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, bon, j'ai pas une boule de cristal, je ne suis pas magicien, je ne peux pas vous dire quand exactement ces payes se feront. Mais je suis convaincu que les services compétents sont à l'œuvre pour que si ce n'est pas fait effectivement depuis le 1er septembre, qui était un dimanche, donc le 2 aujourd'hui, 1er jour ouvré, ou même dans quelques jours, mais cela ne saurait manquer d'être fait, parce que il n'y a pas de lien entre les deux. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il existait d'autres modes de financement alternatifs, et d'ailleurs, la sanction, entre guillemets, du défaut de paiement, elle dure une semaine. Vous voyez, c'est donc qu'on va reculer pour mieux sauter et tous espérer que dans les tout prochains jours, le paiement des traitements des fonctionnaires et des agents publics soit effectif.